Bien le bonjour à tous, c'est Iso, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'histoire de Fate Apocrypha. Et tout de suite, passons au sommaire. Comme toujours, le spoil est présent. Alors je tiens tout d'abord à préciser que ce sera l'épisode le plus dur en termes de montage et explication pour moi, mais peut-être le plus court car il y a énormément de combats, donc très peu de slice of life par rapport à Fate Stay Night. Aussi, je vous conseille d'avoir vu si possible Fate Zero car dans Apocrypha, nous avons le retour de personnages déjà vus par le passé. Je vais refaire une fiche servant pour une meilleure compréhension car cette série, les servants sont très nombreux. Et je vous fais savoir que je n'ai pas vu le dernier épisode car celui-là n'est pas encore sorti et traduit. Et hier soir je me suis maté les derniers épisodes pour être à jour, donc je ne connais pas la fin au moment où je monte cette vidéo pour le moment. Nous enchaînerons ensuite sur un résumé puis un bilan comme d'habitude. Sur ce, bonne vidéo. Dans cette guerre du Graal, le nombre de servants est au nombre de 14. Arthur des Noirs sera Chiron le mage chanteur d'origine grecque. Arthur des Rouges sera l'héroïne Atalante d'origine grecque elle aussi. Castor des Noirs n'est autre que Avisbron, un philosophe d'origine espagnole. Castor des Rouges est quant à lui le célèbre William Shakespeare d'origine anglaise. Saber des Noirs n'est autre que Siegfried, le pourfendeur de dragons d'origine allemande. Saber des Rouges est quant à elle Mordred, le fils de Arthuria Pendragon d'origine française. Lancer des Noirs n'est autre que Vlad III, Vlad l'Empaleur ou plus communément appelé Dracula, d'origine roumaine. Lancer des Rouges n'est autre que Karna, un héros de la mythologie hindouiste. Assassin des Noirs n'est autre que Jack l'Éventreur, un psychopathe et meurtrier d'origine anglaise. Assassin des Rouges n'est autre que Sémiramis, fille de déesse et reine d'origine syrienne. Rider des Noirs n'est autre que Astolfo, 12e paladin de Charlemagne, d'origine allemande. Rider des Rouges n'est autre que le héros de la guerre de Troie, Achille, d'origine grecque. Berserker des Noirs n'est autre que la créature de Frankenstein, d'origine suisse. Berserker des Rouges n'est autre que Spartacus, le gladiateur et héros de la Grèce antique. Et pour la toute première fois, nous verrons l'apparition enfin de la classe Ruler, qui sera invoquée par le Graal supérieur. Et bien sûr, cette classe Ruler n'est autre que Jeanne d'Arc, la fameuse pucelle d'Orléans brûlée sur le bûcher, et qui est d'origine française. Nous retrouverons aussi les chiens manquants, les réponses à nos questions, ces choses qui font que les univers de Fate sont tous connectés entre eux. L'affrontement entre Arthuria et Mordred, la rencontre entre Iris Vale et Shiro Kotomine et la tragédie de Jeanne d'Arc et de Gilles de Ré. Nous suivons Sisigu Kairi, un nécromanceur et mage freelance, ou mercenaire comme vous voulez, à la tour de l'horloge. Il va à la rencontre de Rocco Belfaban, un cadre supérieur de la tour de l'horloge. Ce dernier le missionne de participer à la guerre du Graal supérieur.
Sisigu, sceptique, lui demande plus d'infos. Rocco lui raconte que le Igmidilenia a en sa possession le Graal de Fuyuki, disparu il y a 60 ans. Darnik, le chef de Igmilenia, aurait trahi tout le monde pour l'obtenir et le garder pour lui. Les 50 mages que la tour avait envoyés à l'assaut de son château se sont fait tuer, mais le dernier a pu déclencher le système d'urgence, rendant possible l'apparition de 14 servants. Igmilenia a déjà leurs 7 servants sur pied, quant à la tour de l'horloge, le 7ème manque à l'appel, et Rocco veut que ce soit Sisigu le 7ème. Ses 6 autres coéquipiers sont déjà opérationnels, et l'un d'entre eux fait partie de l'église, il se nomme Shiro Kotomine. Sisigu accepte et Rocco lui remet un morceau de la table ronde comme catalyseur, espérant qu'il aura à ses côtés un chevalier de la table ronde comme Saber. Notons d'ailleurs un caméo de Weaver Velvet devenu Lord Elmeloy II, mais ça ce sera une autre histoire. Cette guerre est qualifiée d'apocryphe car en aucun cas elle sera authentique au vu de son insolisme. Ailleurs, Darnik et ses hommes se préparent pour l'arrivée de la faction rouge, qui est la tour de l'horloge. Nous pouvons constater que grâce à un castor noir, il a industrialisé la guerre du Graal grâce à des golems et chargé de créer des homonculus servant de réservoir magique aux masters de la faction. Les golems serviront de tanks et les homonculus serviront de réservoir magique aux masters pour ne pas qu'ils perdent entièrement leur circuit magique. Ailleurs, Sisigu est arrivé en Roumanie tard le soir. Il va dans un cimetière pour augmenter ses chances d'invoquer son servant. Le rituel marche mais devant lui, au lieu d'avoir un chevalier de la table ronde, il invoque Mordred, le fils de Artoria Pendragon, qui fera une entrée en scène mémorable. Ailleurs, en France, une jeune fille du prénom de Laetitia fait sa prière du soir et accepte de recevoir en elle le pouvoir de Ruller et la personnalité de Jeanne d'Arc. Dans la soirée, les servants de la faction noire font plus ample connaissance à la différence de Castor et Assassin qui sont absents. Ils sont vite refroidis par les discours de Vlad et de Darnik qui sont déterminés à se battre. Dans le cimetière, Sisigu est étonné que Mordred soit une fille, ce qui va d'ailleurs l'énerver plus que tout. Mordred n'aime pas être qualifiée de femme, elle détruira d'ailleurs le morceau de la table pour ne plus être réinvoquée par le futur. Une fois calmé, Mordred veut se battre mais Sisigu lui demande qu'il faut qu'ils aillent d'abord voir Shiro Kotomine. Le lendemain matin, la faction noire essaye de tisser des liens avec leurs servants. Coles essaye de jouer avec Berserker mais elle ne cesse de piétiner les fleurs. Fior prend le thé avec Chiron, ce dernier s'avère être un vrai gentleman. Gordes lui est avachi sur le canapé et veut montrer que c'est lui le patron à Saber Noir. Quant à Darnik, il sert du vin à Vlad et mange un copieux repas. Ailleurs, dans une ville un peu plus grande que Triface, nous apercevons un master de Igmilenia mort et une femme tenant à la main Assassin des Noirs. Sisigu et Mordred sont à l'église maintenant et font connaissance avec Shiro et Assassin des Rouges. Ils partagent leurs informations, leur plus grande inquiétude est que Vlad est de la partie. En Roumanie, Vlad est un héros pour le peuple, donc son pouvoir est décuplé. Shiro mentionne l'apparition de Ruller, ce qui n'inquiète pas du tout Sisigu. D'ailleurs, Sisigu et Mordred veulent bosser à leur manière de leur côté, ce qui déplaît à Assassin des Rouges. Sisigu et Saber ont flairé leur hostilité cachée derrière leur bonne manière et s'en vont. Plus tard dans la soirée, Mordred et Sisigu se feront attaquer par des soldats et des golems de Igmilenia. Ils arriveront à les vaincre sans encombre, même si Mordred a failli détruire toute la rue. Ailleurs, Shiro reçoit Karna et confirme qu'il compte prendre les commandes de la faction rouge grâce à un plan très douteux. Quant à Ruller, elle est en route pour Triface et se demande quel sera le futur de cette guerre. En pleine nuit, un homonculus réussit à prendre conscience et brise sa vitre de sa cage d'hibernation. Il est à bout de force et réussit à sortir du donjon avant de s'écrouler dans l'un des couloirs du château. Astolfo qui passait par là le récupère et l'emmène dans sa chambre pour le soigner. Là, Chiron les surprend, mais entre une grande surprise, il gardera le secret. Il demandera à Astolfo pourquoi l'avoir sauvé. Il lui répondra que n'importe quelle personne ayant du bon sens aurait fait ce geste. Castor et son meister s'aperçoivent qu'un homonculus s'est enfui et lance des soldats à sa recherche. Les deux se demandent comment a-t-il pu faire pour prendre conscience et s'enfuir alors que son corps n'est même pas terminé. Shiro, quant à lui, a endormi les meisters de la faction rouge et a réussi à leur voler leur sort de commandement. Il leur donne à Karna d'intercepter Ruller qui est en route pour Triface. À l'aube, Ruller qui a fait du stop descend pour aller à Triface à pied par sécurité, mais Karna lui envoie un projectile dans la figure et elle l'esquive de peu. Elle lui demande ses motivations du fait qu'elle attaque quand même l'arbitre de cette guerre. C'est là que Saber des Noirs et Gordes arrivent. Saber prend le relais et Gordes essaye de convaincre Ruller de rejoindre la faction noire pour vaincre Karna. Karna et Saber se battent violemment jusqu'au petit matin, ils doivent arrêter car le jour les servants ne doivent pas se battre. Et oui, il faut quand même respecter les règles même si cette guerre est très étrange. Shiro rappelle à Karna de rentrer à la maison, et Saber repart avec Gordes qui ce dernier est très mécontent du fait qu'il n'a pas réussi à enrôler Ruller. Ruller quant à elle se pose encore plus de questions à son départ. Plus tard dans la journée, Cole et Berserker se détendent, et Cole essaie de remonter le moral de Berserker en lui remémorant son douloureux passé, mais qu'il ne la voit pas comme un monstre mais comme un humain et un servant.
Quant à l'homonculus que Astolfo a sauvé, il se remet petit à petit de ses blessures. Toujours dans le même cimetière pendant la journée, Sissigou prépare son équipement, mais n'est pas prêt à attaquer. Mordred, elle, se plaint de passer sa journée dans une crypte entourée de squelettes, mais reste fair play à la situation. C'est là que les deux reçoivent un message de Shiro qui leur dit que Berserker des Rouges est devenu complètement taré, et charge en pleine journée la route menant au château de Darnik. La faction noire se prépare au combat, mais dans la forêt, non loin de Berserker, Ryder des Rouges et Arthur des Rouges se préparent eux aussi à tendre une embuscade à la faction noire. La soirée débute et Berserker Rouge détruit un bon paquet de golems qui défendaient le château, même s'ils pissent le sang. Achille et Atalante préfèrent rester en retrait. C'est là que Astolfo arrive et met à terre Berserker Rouge. Là, toute la faction noire déboule et fait prisonnier Berserker Rouge. Darnik prévoit de modifier ses circuits magiques pour le faire changer de camp. Dans la forêt, Achille attend le pied ferme de ses adversaires. C'est là que Siegfried et Berserker Noir arrivent. Un combat débute, Atalante couvre Achille pendant qu'il affronte les adversaires, mais Siegfried décide que c'est injuste d'attaquer à deux et se met en retrait. Là, Gordes ordonne grâce à un sort de commandement que Siegfried utilise le Balmung, l'un de ses nobles fantasmes, pour tuer Achille. Mais Darnik arrive et empêche Gordes de le faire du fait qu'il ait gâché un sort de commandement. Gordes ordonne à Siegfried de se retirer. Là, Berserker Noir se rue en direction d'Atalante. Chiron, depuis le château, empêche Achille d'aider Atalante, mais par chance, Atalante réussit à semer Berserker. Ailleurs, dans la forêt, Astolfo aide l'homonculus à s'enfuir. Mais Gordes les surprend et ordonne à Siegfried de tuer l'homonculus. Astolfo se met en travers de Siegfried. Gordes, fou de rage, ordonne à Siegfried de tous les tuer, mais Siegfried refuse et assomme Gordes parce qu'il faisait vraiment beaucoup de bruit. L'homonculus est sur le point de mourir du fait qu'il n'est pas entièrement fini. Là, Ruller arrive et accourt pour assister à toute la scène. Siegfried se retire son cœur pour le donner à l'homonculus. Il fait savoir que son seul souhait est de pouvoir sauver la vie des autres et non de la prendre. Par le passé, il n'a pas pu assouvir ce souhait. Siegfried disparaît, et Ruller et Astolfo ne reviennent pas qu'il ait réussi à donner sa vie et qu'il ait réussi à sauver celle de cet homonculus. La faction noire vient à la rencontre de Ruller, Astolfo et l'homonculus. Ruller réussit à négocier avec Vlad le fait que l'homonculus ne doit plus être mêlé à cette guerre. Au désarroi de Caster et Darnik qui prévoyaient de s'en servir pour le noble fantasme de Caster au vu de la qualité plutôt bonne de ses circuits magiques. La faction noire se retire et Astolfo sera puni pour avoir tenu tête à Igmilenia. Ruller et l'homonculus s'éloignent du château et marchent un peu. Là, Ruller lui demande s'il voudrait un prénom. Vu qu'il a le cœur de Siegfried mais son apparence de base, il se fera appeler maintenant Sig. Ruller propose à Sig de vivre avec un habitant du coin pour s'adapter à la vie d'humain et pouvoir s'éloigner des combats et vivre enfin une vie paisible. Mais Sig sent au fond de lui quelque chose, comme une envie de combattre et de sauver les siens, retenu au château. Ruller réussira sur le moment à faire changer d'avis Sig et à le faire rester chez l'habitant, même si elle a une vision dans le futur où Sig reviendrait combattre à ses côtés. Sissigou fait un rêve. Il revoit le passé de Mordred ainsi que le combat avec Artoria. On apprend que Artoria a rejeté Mordred du fait qu'elle n'avait pas les qualités pour devenir roi, et que Mordred a monté une révolution contre elle, mais au final, elles se sont entretuées. À son réveil, il ne lui dira pas pour ne pas la gêner. Aux alentours de Trifas, un serial killer sévit. Sissigou prend l'affaire en main, il découvre que seuls les mages ou sorciers sont visés. Et ce n'est pas un coup de Igmilenia ni de la faction rouge. Seul leur cœur a été dérobé, probablement pour augmenter la magie, car si l'on dévore le cœur de quelqu'un possédant des circuits magiques, la force est décuplée. Sissigou et Mordred partent alors à la rencontre du prochain sorcier encore en vie pour coincer le tueur. De son côté, Assassin des Rouges a déployé son noble fantasme, les jardins suspendus de Babylone, une forteresse géante volante. Sissigou et Mordred enquêtent la nuit dans la ville et se font prendre en embuscade par Assassin des Noirs, Jack l'Éventreur. Un combat débute entre Assassin et Mordred, mais ils se font vite interrompre par Chiron et Fior qui étaient de passage. Assassin s'échappe. Sissigou affronte avec difficulté Fior, car elle a perdu l'usage de ses jambes étant petite. Son seul moyen de mobilité quant à elle est un exosquelette pratiquant la magie. Chiron de son côté ne fait que encaisser les attaques de Mordred et sait qu'il ne tiendra plus très longtemps. Sissigou réussit à mettre à terre Fior, il est sur le point de la tuer mais Cole intervient et la protège. Par sécurité, Fior, Cole et Chiron se retirent. Fior n'hésitera pas à engueuler Cole du fait que Cole n'est pas très fort en combat rapproché. Sissigou et Mordred ont réussi à vaincre pour cette nuit. Le lendemain, Ruller enquête sur les agissements de Shiro et veut le rencontrer car quelque chose cloche avec lui. De son côté, Shiro a réussi à prendre possession des autres servants de la Team Rouge à leur mécontentement. Les servants à leur mécontentement ne sont pas très contents que Shiro devienne leur nouveau Meister. Seul Karna avoue qu'il a juste envie d'affronter une deuxième fois Siegfried. Les jardins suspendus de Babylone partent en direction du château de Igmilenia et la guerre va pouvoir enfin débuter. Ruller court en direction du champ de bataille en suivant de près les jardins suspendus. La faction rouge, quant à elle, a déployé une armée de guerriers squelettes pour venir grossir leur rang.
De son côté, Sig a enfin pris la décision, il veut combattre pour sauver ses frères et sœurs, rester bloqués au laboratoire et retrouver Ruller. Le vieil homme chez qui il vivait accepte sa décision et le laisse partir. Avant, il lui confie son porte-épée, comme disent de bonne chance. La bataille a commencé, golems, soldats, guerriers squelettes s'entretuent. Un combat débute entre Vlad et Karna, les deux lanceurs s'affrontent enfin. De son côté, Achille est intercepté par Chiron, ce dernier semble bien déterminé à l'arrêter. Ce sont de bien étranges retrouvailles car Chiron était le mentor d'Achille quand ils étaient encore en vie dans la Grèce antique. Les deux ont du mal à s'affronter à pleine puissance. Berserker Noir repère Chirou et un combat débute entre eux. De leur côté, Vlad et Karna sont interrompus par Berserker Rouge corrompu. Atalante se chargera de l'affronter pour que Karna finisse son combat. Astolfo se fait engager par Assassin qui utilise les défenses des jardins suspendus contre elle. Et Sig a réussi à infiltrer le château et libérer tous les homonculus restants. Chirou passe le relais à Castor des Rouges qui utilise son noble fantasme pour faire voir des visions de son passé à Berserker. Sisigo et Mordred arrivent sur le champ de bataille en voiture. Là, Astolfo qui était redescendu à terre engage Mordred, et Ruller se fait attaquer par Assassin des Rouges. Mordred est sur le point de tuer Astolfo, mais Sig intervient et provoque Mordred. C'est là que Berserker Noir, totalement enragé à cause des visions, attaque brutalement Mordred. Sig et Astolfo attaquent aussi de leur côté, mais Mordred les met à terre très vite. Berserker Noir, dans un élan de folie, saute sur la tête de Mordred et tente une attaque kamikaze en utilisant son noble fantasme suicide. Malheureusement, malgré le sacrifice de Frankenstein, Mordred est toujours en vie, mais mal en point. C'est là que Sig a réussi à puiser en lui la force du cœur que lui a donné Siegfried. Il réussit à se transformer en Siegfried Saber par un incroyable miracle. Il décide d'affronter en face à face Mordred. Mais malgré qu'il se soit transformé en Sig, Mordred reprend le dessus et Sig redevient humain. C'est là que Spartacus déboule et interrompt Mordred. Le noble fantasme de Spartacus est qu'à chaque blessure qu'on lui inflige, son pouvoir augmente. Devenu hors de contrôle, Sisigo ordonne à Mordred de se retirer. Là, Ruller est surpris de voir Sig sur le champ de bataille, mais à peine eurent le temps de se retrouver que Spartacus se prépare à lancer une attaque puissante au vu de tous les dégâts qu'il a emmagasinés. Ruller réussit à dévier cette attaque, mais une partie de la montagne et un quart du château ont été littéralement brûlés. Karna et Vlad continuent de se battre à force égale, mais Chirou en a profité pour voler le Graal en l'extractant de sa cachette sous le château. Darnik, Vlad, Castor des Noirs et quelques soldats réussissent à monter à bord des jardins suspendus. Karna et Vlad continuent leur combat. Chiron, Castor des Noirs affrontent Achille et Atalante. Vlad commence à faiblir car il n'est plus sur le sol de Roumanie, mais dans la base ennemie. Darnik s'en aperçoit et hésite à activer le noble fantasme que Vlad lui a interdit d'utiliser sur lui. Dans la salle du trône des jardins suspendus, Chirou repense à son passé et à la douleur que lui a infligé Darnik lors de la troisième guerre du Graal. On apprend que c'est Darnik qui assassine le maester de Chirou, Irisville, ou une version proche de celle-ci. Dans les couloirs, la bataille entre servants fait rage. Vlad est sur le point de perdre face à Karna, mais Darnik outrepasse la mise en garde de Vlad et active son noble fantasme. Vlad, fou de rage auprès de Darnik, le maudit avant de se transformer en Dracula. Darnik se fait mordre par Dracula et décide dans sa folie de fusionner avec lui pour lui donner encore plus de puissance. Dracula ne fait plus la différence entre alliés ou ennemis et attaque tout le monde. Il mord des soldats qui se transforment en ghouls et attaque le reste des servants. Ruller qui arrive utilise l'un de ses pouvoirs pour imposer une trêve entre la faction rouge et la faction noire pour arrêter Dracula. Voyant que 4 servants l'attaquent, Dracula s'enfuit dans les jardins suspendus et tombe nez à nez devant Chirou dans la salle. Il tentera de l'attaquer mais se fera immobiliser par l'un de ses sortilèges. Chirou étant un inquisiteur, la suppression de monstres de type surnaturel est sa spécialité. Il tuera sans problème Dracula à petit feu grâce à ses lames en argent. Ruller arrive à peine que Dracula est mort emportant Darnik avec lui. Ruller questionnera Chirou sur ses intentions, il lui révélera qu'il compte sauver l'humanité grâce au pouvoir du Graal en la purifiant, une vision totalement tirée par les cheveux. Castor des Noirs, Achille, Chiron, Atalante arrivent à leur tour. Assassin se tient aux côtés de Chirou, ce dernier propose à Castor des Noirs de le rejoindre. Ce dernier acceptera que si son meister reste en vie. Il n'y a que Chiron qui refusera et rejoindra les rangs de Ruller. Sur Terre, Sig est avec Astolfo. Mais le master de Astolfo, Sélénique, totalement folle et jalouse de Sig, ordonnera à Astolfo de tuer Sig. Ce dernier refusant, Sélénique s'en prend à Sig en le piétinant. Mordred interviendra en décapitant Sélénique. Elle s'en ira en voiture avec Sisigo. Astolfo n'ayant plus de meister, il risque de disparaître. C'est là que Sig propose un nouveau contrat avec Astolfo pour le maintenir présent. Mordred réussira à infiltrer les jardins suspendus, interrompant la discussion de Chirou. Ce dernier proposera à Mordred de s'allier à lui, mais cette dernière refusera et permettra à Chiron et à Ruller de s'enfuir. Ruller en déduit que lui aussi est un Ruller, et qu'il a survécu à la troisième guerre du Graal. Elle pense qu'elle a été invoquée par le Graal pour arrêter Chirou. Une fois les jardins éloignés du château, Sig a réussi à s'entendre avec Amertume, avec Gordes, Cole et Fior. Ruller, une fois revenu au château, prend Sig à part et le questionne sur comment se fait-il qu'il puisse être meister servant en même temps. Lui-même n'a pas la réponse. Ailleurs, Castor des Noirs sacrifie son meister pour pouvoir réaliser son noble fantasme, son golem ultime. Il lui dit que s'il a demandé à Chirou de l'épargner, c'était uniquement pour qu'il lui serve de noyau, car il ne
n'a que faire du Graal, il ne vit que pour ses créations. Quel égoïsme. Il attaquera de front le château, se sacrifiant même pour transférer le reste de son pouvoir à son ultime golem. Ruller tentera de le retenir, mais sa force est tellement puissante qu'elle mettra en mauvaise passe Ruller. Elle est à bout de souffle, et l'issue du combat risque d'être déterminante pour elle. Ce sera Mordred et Sig en Saber qui réussiront à le tuer en unifiant leur puissance. Le calme est revenu. Au jardin suspendu, Achille et Atalante digèrent mal le fait qu'ils doivent encore obéir à Shirou et Assassin des Rouges. Karna, lui, reste de marbre. Au château, une nouvelle trêve voit le jour. Sissigou, Mordred, Kiron, Fjord, Kol, Ruller, Astolfo et Sig font une alliance pour arrêter Shirou. Ruller met en garde Sig de ne pas utiliser sa transformation en Saber car elle l'affaiblit et aussi raccourcit son espérance de vie. Dans la journée, Sissigou et Mordred préparent un plan qui est de dérober le Graal quand tout le monde aura le dos tourné. Sig s'aperçoit de son côté que Gordès n'est pas si inhumain qu'il n'y paraît, puisqu'il soigne les homonculus que lui-même méprisait. Le lendemain, un autre problème survient. Le groupe voudrait régler une bonne fois pour toutes le cas de Jack l'Éventreur. Kol, Sig, Astolfo et Ruller partiront enquêter sur les récentes scènes de crime pour démasquer Jack l'Éventreur. Le manque de peau, l'un des pouvoirs de Jack est d'effacer son visage des souvenirs de ceux qui ont croisé sa route. Kol usera de l'un de ses pouvoirs sur l'une des victimes pour voir le passé, ce qui lui coûterait des circuits magiques en cas d'échec. Kol en déduira que l'une des victimes connaissait le code pour désactiver la barrière magique du château et que Jack compte attaquer Fjord pendant qu'elle a le dos tourné au château. Jack attaquera bel et bien Fjord et la blessera, mais Sig arrivera à temps pour la protéger, et Kiron réussira à faire fuir Jack. Le lendemain, Sig et Ruller sortiront en ville pour se changer les idées. Là, Sig ne saura pas si c'est Ruller ou Laetitia à qui elle parle. Rappelons-nous que Laetitia est la fille française dans laquelle Jeanne d'Arc s'est incarnée. On pourra constater un certain attachement pour Sig de la part de Laetitia. En fin d'après-midi, ils feront un débriefing de la situation à un bar, mais se feront attaquer par surprise par Jack l'Éventreur. Ruller et Sig se feront séparer par le brouillard de Jack. Ruller réussira à repousser Jack. Sig, lui, se fera blesser par le Meister de Jack, elle lui tirera plusieurs balles dans le corps. Le Meister de Jack est en fait la compagne de Sagara, le Meister originel de Jack. Ce dernier l'ayant tué après son invocation, les motivations du Meister de Jack sont différentes de celles d'un mage de base. Elle doit ordonner à Jack de tuer des mages pour que Jack puisse être maintenu dans ce monde. Le Meister de Jack la récupérera à temps, mais Atalante qui est rôdé par là réussira à tuer le Meister de Jack. Elle se prendra une flèche à la place de Jack l'Éventreur. Atalante s'avance vers Jack et l'achèvera d'une flèche dans le dos, mais l'effet inverse se produit et Jack explose en une brume épaisse se répandant sur toute la ville et modifiant le décor. Atalante, Sig et Ruller se feront transporter dans une sorte de noble fantasme dimensionnel, similaire à ce qu'avait Alexandre le Grand, ressemblant à Londres, plus exactement le quartier de Whitechapel, celui où Jack vit le jour. Ruller, Sig et Atalante rencontreront plusieurs enfants sous forme d'âmes tourmentées. Nous apprendrons que Atalante connaissait Médée avant qu'elle ne soit trahie, et que Atalante est surtout connue en Grèce pour être une bienfaitrice pour les enfants. Naturellement, Atalante voudra protéger tous les enfants de Ruller, mais Ruller expliquera que ces enfants sont des âmes tourmentées qui ont donné vie à Jack l'Éventreur. Ruller réussira à convaincre les âmes des enfants d'accepter la mort et de quitter ce monde, ce qui signifie pour Atalante leur mort. Atalante ne pardonnera pas à Ruller, et elle deviendra totalement folle. Ruller réussira avec Sig à retourner dans Triface maintenant que Jack est mort, mais Atalante jurera qu'elle se vengera pour ce qu'elle a fait. Le lendemain, une journée calme s'annonce. Nos protagonistes vaquent à leurs occupations. Et on apprend d'ailleurs que Astolfo, pour ceux qui n'avaient pas pigé, est un travesti, voilà c'est dit. Et Laetitia en pince pour Sig. Mordred et Sissigou, quand eux, préparent un avion de fortune pour intervenir au moment où personne ne les attendra. Le lendemain, c'est le jour de la bataille finale. Le plan est simple, Ruller et Kiron feront diversion pendant que Achille, Assassin et Atalante les attaqueront. Sig et Astolfo devront entrer dans la base ennemie à ce moment-là. Mais bon, tout se passe pas comme prévu. Assassin attaque grâce aux défenses du jardin, Astolfo et Sig. Atalante a juré la mort de Ruller et pète un boulon. Achille provoque son maître en duel en un combat à main nue. Le combat est tendu entre Kiron et Achille. Ils se foutent des pêches très violentes dans la gueule, mais Achille donnera un coup de poing qui traversera le corps de Chiron, le blessant mortellement. Mais Chiron avait une botte secrète. Il utilisera l'un de ses nobles fantasmes qui est de lancer une attaque depuis les constellations. Il visera le talon d'Achille, lui enlevant son immortalité. L'une des dernières volontés de Chiron pour Achille est qui donne l'un de ses nobles fantasmes à l'un de ses alliés. Achille donnera son bouclier à Astolfo. De son côté, Shirou a fusionné avec le Graal et demande à Shakespeare de barrer la route à quiconque entrera dans la pièce. Ruller affronte Atalante qui utilise son noble fantasme pour gagner en puissance aux dépens de sa mentalité. Mais Achille arrivera à temps et prend la place de Ruller. Atalante est devenue complètement folle. Karna, lui, affronte Sig en Saber, voulant à tout prix l'affronter une dernière fois. Il demandera au passage à Kol de sauver les meisters de la faction rouge toujours endormis, car il ne veut pas que les gens ne faisant plus partie de cette guerre soient impliqués. Atalante et Achille s'entretueront, mais Achille réussira à réconforter Atalante une dernière fois avant de mourir à ses côtés. Karna et Sig Saber s'affronteront au maximum de leur puissance malgré le fait que Sig risque d'y passer à force de trop utiliser son pouvoir de Saber.
Ils détruiront presque entièrement l'extérieur des jardins suspendus et lors d'une attaque finale décisive entre les deux, Astolfo interviendra et protégera Sig avec le bouclier d'Achille, ce qui permettra à Sig de faire encaisser son noble fantasme à Karna, le tuant définitivement. Avant de disparaître, Karna confiera à Astolfo et Sig qu'il s'est bien amusé dans cette deuxième vie. De leur côté, Mordred et Sissigou sont arrivés dans la salle du trône. Une lutte acharnée pour Mordred commence, mais grâce à sa volonté de combattre, Mordred réussit au détriment de la blessure fatale de son messieurs Sissigou à tuer Assassin. Mordred et Sissigou au bord de la mort fumeront une dernière clope. Mordred avouera à Sissigou qu'au fond d'elle, elle ne voulait pas être roi mais simplement sauver son père de sa destinée et prendre sa place. Sissigou avouera à Mordred que même s'il ne pouvait pas avoir d'héritier dû au fait que tous ses enfants étaient morts en essayant d'utiliser leur circuit magique, le fait d'avoir perdu sa fille le marqua à vie. Mais le fait d'agir en tant que paternel avec Mordred lui rappela beaucoup l'époque où sa fille était encore à ses côtés. Il peut maintenant partir en paix. Avant de partir, Mordred sourira en signe qu'elle a se réconcilier avec son père Arthurien. Rulor arrive à la salle du Graal, mais tombe nez à nez avec Shakespeare. Ce dernier utilise son noble fantasme sur lui pour lui faire revivre son douloureux passé entre elle et Gilles de Ré. Shakespeare veut faire ressortir la culpabilité de Rulor et essaie de la briser mentalement. Une fois de retour à la salle du Graal, Shakespeare réussit grâce au pouvoir du Graal à rematérialiser Gilles de Ré. Chirou sort du Graal et réussit à augmenter considérablement sa force. Gilles et Chirou essaient de convaincre Rulor qu'il faut accepter de purifier le monde pour que tout le monde vive heureux et en paix. Mais Sig intervient et raisonne Rulor. À son tour, Rulor explique à Gilles que les gens qu'il a tués ne le pardonneront jamais, mais que Dieu le pardonne. Et qu'au lieu de chercher le pardon, il faut protéger les vivants tel un esprit héroïque. Sur ces mots, Gilles se range aux côtés de Jeanne. Cette dernière lui confie qu'elle est heureuse d'avoir combattu à ses côtés. Jeanne utilise son deuxième noble fantasme et change d'apparence. Elle confie son drapeau à Gilles pour la protéger. Elle récite sa dernière incantation pour son attaque ultime. Gilles se sacrifie pour la couvrir lors de son incantation et prononce ses dernières paroles qui seront « Je suis enfin revenu sur le bon chemin ». Nous comprendrons que Gilles de Ré de Fate Zero s'est tourné vers le mal car il n'a jamais compris exactement c'était quoi le pardon et qu'il voulait revoir une dernière fois Jeanne d'Arc. Chirou utilise un trou noir pour aspirer toute l'attaque de Jeanne d'Arc et lui renverra à elle ce qui la tuera. Rulor quitte le corps de Laetitia, mais Laetitia reste grièvement blessée. Sig en larmes se rue sur elle et cette dernière lui confie qu'elle l'attendra toujours et qu'ils se reverront un jour ou l'autre. Cole et Astolfo arrivent pour aider Sig, mais Assassin, des Noirs qui est encore en vie mais qui a l'œil crevé et l'épaule littéralement tranchée, avec le peu de force qu'elle a réussi à immobiliser le griffon de Astolfo et Astolfo dessus. Sig veut se venger et un combat de titans démarre entre Chirou et Sig. Cole prend conscience qu'une partie de Frankenstein s'est logée dans Sig, car le dernier souhait de Frankenstein avant qu'elle meure lors de son attaque suicide contre Mordred est de pouvoir être utile à quelqu'un de bien, et on comprend pourquoi Sig a survécu à l'attaque par balle du Meister de Jack. Sig a maintenant Siegfried et Frankenstein en lui, mais cela ne suffit pas. Chirou le transperce avec son katana, mais Sig n'a pas dit son dernier mot. Il prépare un Blasted Tree, l'attaque suicide de Frankenstein, et compte emporter Chirou avec lui dans la mort. Les jardins suspendus sont sur le point de se détruire. Chirou se réveille grièvement blessée sur les genoux de Sémiramis, mourant elle aussi. Sémiramis avouera ses sentiments à Chirou en lui donnant la mort en l'embrassant. Sémiramis disparaîtra et Chirou se fera emporter par la destruction des jardins. Astolfo et Sig ont réussi à entrer dans le Graal supérieur. Il s'avère que le Graal a pris l'apparence de l'homonculus Justinzia, la Meister de Chirou durant la troisième guerre du Graal. Le Graal ne peut plus être arrêté et le souhait de Chirou risque d'être exaucé. Le souhait de Chirou qui est de rendre la troisième vraie magie accessible aux humains, c'est-à-dire les rendre immortels. Sig décide de lui aussi faire un vœu au grand désespoir de Astolfo. Astolfo s'en va chercher Laetitia et Colès, il les attrape au vol sur son griffon. Shakespeare décide lui de se laisser mourir avec les jardins suspendus, regrettant de ne pas avoir été le personnage principal de son histoire. Là, Astolfo et Laetitia et Coles aperçoivent un dragon dans le ciel, Fafnir, le dragon de Siegfried. Ils comprennent que Sig a décidé de se transformer en dragon auprès du Graal pour pouvoir traverser les univers et les dimensions pour pouvoir enlever cet apocryphe qui est le Graal supérieur des mains des humains. Quelque temps plus tard, Coles se retrouve à la tour de l'horloge face à Weaver. Il lui fait un compte rendu de la situation et explique que la plupart des gens sont morts durant cette guerre. Logique. De Igmillenia, il n'est resté en vie que lui, Fior et Gordes. Meloy accepte que les derniers membres en vie de Igmillenia réintègrent la tour de l'horloge, mais devront bosser dur pour redorer leur blason. Nous aurons droit à 2 caméos sur Fate Zero et un autre sur le mentor de Weaver. En Roumanie, Laetitia s'apprête à repartir en France. Sig demande au Graal de maintenir Astolfo dans le monde des humains pour qu'il puisse y vivre en paix et se familiariser avec eux. Laetitia, sur le chemin du retour, avouera qu'elle n'était pas amoureuse de Sig, mais qu'elle respectait son honneur, sa bravoure et son courage. Elle est heureuse d'avoir pu se séparer de Rulor, car maintenant Rulor pourra retrouver Sig et seulement elle.
Astolfo, lui, part à l'aventure vaillamment sur son griffon et nous l'enverrons disparaître au loin dans le ciel. Quelque part, à la frontière entre la magie et les univers, Jeanne d'Arc marche en attendant quelque chose. Là, Fafnir apparaît avec le Graal dans ses mains. Jeanne prend la main de Fafnir et Sig redevient humain. Ils se sont enfin retrouvés. Maintenant que le Graal est hors de portée des humains, ils peuvent enfin voyager à travers le temps et l'espace, main dans la main. Mais avant de partir, Jeanne dit à Sig « Je suis tombée amoureuse de toi ». Et voilà, ce résumé est enfin fini, donc il m'aura pris moins de temps que prévu, et c'est cool puisque je vais pouvoir un peu plus papoter par rapport à d'autres résumés. Voilà, donc j'ai noté plusieurs choses puisque je viens à peine de rentrer de voyage, et l'épisode est sorti, du coup je viens de finir la vidéo maintenant. Donc la fin, franchement, elle est très jolie à voir. C'est pour ça que j'ai mis le moins d'images possible, le moins de choses possibles visuellement. Comme ça, c'est vous qui la verrez. Parce que oui, il est temps de vous faire passer un vrai message, puisque je préfère vous faire passer maintenant, au lieu que quelqu'un me le dise, c'est les résumés. Franchement, un résumé, ça sert à se mettre dans l'ambiance, ou si, par exemple, on a la flemme de voir un film, ou de lire un livre, on lit le résumé. Donc moi, on va dire, mes résumés, ils sont assez détaillés, c'est vrai. Mais pour autant, je respecte certaines scènes qui pour moi sont des chefs-d'œuvre ou qui sont grandioses ou qu'elles te foutent les larmes aux yeux. Du coup, je les mets pas, je les détaille pas ou alors je n'en parle mais vraiment que légèrement. Puisque je vous conseille encore à chaque fin de résumé d'aller vous-même voir la série, c'est ce qui est le mieux pour vous. Parce qu'un résumé, ça sert à quoi? Ça sert peut-être à se rappeler quelque chose qu'on avait un peu oublié ou alors qu'on n'est pas sûr de voir en entier ou qu'on veut survolter. Mais bien sûr, j'essaie aussi de vous donner l'envie d'aller vous-même voir la scène, comme ça, ça fera plus de personnes qui auront vu la scène et qui pourront dire j'ai vu cette scène, je sais comment c'était magnifique, au lieu de oh j'ai vu un résumé en image sur YouTube, etc. Voilà, vous voyez, enfin c'est bien plus glorieux de faire ça en vrai quoi. Alors j'ai noté pas mal de choses au cours de cet épisode, donc déjà c'était pour moi l'épisode le plus dur à résumer puisqu'en fait il y a énormément de combats et beaucoup d'infos, mais le fait qu'il y a énormément de combats, il y a moins de slice of life par rapport à Fate Stay Night comme je l'avais prédit au début de la vidéo, du coup c'était plus facile à faire, voilà, et plus rapide. Donc oui, c'est vrai que je m'étais dit un truc, il y a pas mal de faux raccords, par exemple avec Meloy, si la 4ème guerre du Graal n'a jamais existé, dans ce cas, Weaver Velvet n'a jamais évolué en ce qu'il est devenu aujourd'hui, donc c'est étrange, voilà. Donc c'est étrange de le voir sous forme adulte, de voir Weaver en Lord et le Meloy 2, mais aussi je comptais justement en parler peut-être un jour, je verrai si je fais un épisode à part, et je pense que ça mérite d'être un épisode à part, puisque c'est une histoire manquante à mon avis, qu'on trouve malheureusement dans les light novels ou peut-être dans les mangas ou les jeux vidéo, c'est le maître de Meloy, c'est l'histoire de Lord El Meloy 2, l'histoire de Weaver Velvet après la 4ème guerre du Graal. Alors franchement, il y a beaucoup de choses à dire après sur Weaver Velvet, puisque même si c'est un héros, on va dire non, c'est un personnage assez principal, mais en même temps secondaire, qui fait des courtes apparitions dans les séries, ou bien sûr, à part qu'il est héros dans Fate Zero, c'est vrai qu'il y a une histoire avec le maître de Lord El Meloy, et franchement, faudrait que je m'y intéresse dès que j'ai le temps. Ensuite, la 3ème vraie magie, c'est vrai que ça a été un vrai bordel pas possible pour ceux qui ont vu le dernier épisode. Alors tout ce qui est 3ème vraie magie, etc. Donc je vous explique juste, la 3ème vraie magie, c'est la magie la plus puissante qui puisse exister. C'est ce que Saber a en elle dans le fourreau de Avalon, voilà, le fourreau Avalon, puisque c'est les fées qui justement, elles sont les gardiennes de la 3ème vraie magie, c'est-à-dire que quand t'es dans Avalon, rien ne peut t'atteindre, rien du tout, et enfin t'es dans le paradis quoi, limite. Du coup voilà, c'est ça la 3ème vraie magie, on en a parlé aussi dans Kara no Kyukai. Ensuite, j'ai vu aussi qu'on avait l'apparition d'un chevalier de la table ronde aux côtés de Darnik quand il s'en va sur le mont, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est le mont d'Afuyuki. Donc c'est la première fois qu'on voit encore un chevalier de la table ronde, hormis Mordred et Saber et Bediver. Enfin en anime, donc j'espère qu'un jour on les verra tous réunis ces chevaliers de la table ronde, puisque je sais qu'il en manque encore 2 ou 3, bah oui, en plus j'avais oublié de compter Lancelot du Lac qu'on voyait dans Fate Zero. Voilà, donc c'était pour ça le bilan. Donc oui, c'était la première série Fate que j'ai suivie de A à Z en même temps qu'elle a été produite. Donc franchement pour moi pour l'instant c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues, mais pas la meilleure, puisque apparemment j'ai lu que il manquait à la fin ils n'avaient pas adapté certains passages du light novel qui sont très importants, et aussi c'était un vrai bordel.
un vrai bordel. Franchement, ça a été très compliqué pour les gens de comprendre. Enfin, même ceux qui connaissaient Fate ou ceux qui connaissaient pas, ils arrivaient pas vraiment à comprendre. Donc j'avoue c'était difficile à comprendre, mais il faut vraiment se mettre à fond dedans. Franchement, moi je suis encore débutant dans l'univers de Fate, et je me dis que si je lisais tous les light novels ou que si je faisais tous les visual novels, franchement, j'arriverais à comprendre. Du coup, mon apprentissage sur les Nasuverse n'est pas fini. En plus, il faut savoir que à la base, Fate Apocrypha, ça devait être un jeu vidéo. Ça a été coécrit avec l'aide de Nasu et d'un autre gars qui s'appelle... Je vais vous le dire tout de suite. Il s'appelle Yushiro Higashide. Donc à la base on va dire c'est pas vraiment, ça devait pas être vraiment rentré dans l'histoire principale, puis c'est Nasu qui l'a validé. Donc c'est bien puisqu'on a eu des fragments manquants aux histoires dont je vous ai parlé. Et ensuite qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Et ben je vais juste décéder pour le résumé de Unlimited Blade Works, puisque pour moi il sera bien sûr l'épisode le plus difficile que j'ai jamais fait. Donc bien sûr, si j'ai des infos en plus, j'hésiterai pas à les mettre en commentaire parce que je pourrais pas revenir en arrière une fois que j'aurai fait la vidéo, mais c'est ça du coup la magie, c'est que franchement je suis vraiment super heureux que ça s'est fini comme ça, et je vous conseille vraiment de le voir. Ben sur ce, c'était Tizo, et je ne vous conseille juste de voir vous-même le Fate Apocrypha qui s'est terminé aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais la semaine du 5 janvier, voilà. Et je vais passer après à Unlimited Blade Works. Donc j'ai vu d'ailleurs que Evansfield avait été enfin réussi à être balancé en Vospheur sur le net, donc je suis pas encore sûr que ça soit en Vospheur, mais ça commence. Le deuxième film de Fate Grand Order a été annoncé, et j'attends avec impatience franchement Fate Extra. Voilà, je ferai sans doute un épisode à part pour faire mes impressions à chaud. Sur ce, c'était Tizo, et je vous dis adieu, et j'étais heureux de faire ce résumé pour vous. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des réponses à apporter, et n'hésitez pas à vous abonner si cela vous passionne. Sur ce, c'était Tizo.